Ok Google, écoutez les informations. Voici les dernières Nous actualités. sommes du côté de Soissons. Selon France Info, le flash, aujourd'hui à 14h46. On est le 25 France février Info, le fil 2025. info de 14h45. Des dizaines de journalistes roumains présents en ce moment à l'aéroport de Bucarest. Selon les informations du correspondant de France Info, Mohamed Amra est attendu sur place d'ici une demi-heure pour être expulsé vers la France. Il doit monter à bord d'un avion affrété spécialement par Paris. Le narcotrafiquant a été arrêté cette nuit en Roumanie après 9 mois de cavale. Deux membres de l'Action française en garde à vue. Ces militants d'extrême droite sont accusés d'avoir perturbé hier soir la cérémonie d'hommage après l'attaque au couteau à Mulhouse ce week-end. Des hommes âgés de 25 et 26 ans qui sont déjà connus de la justice. La Russie salue la position équilibrée des États-Unis, la diplomatie américaine qui s'oppose à une résolution des Nations Unies voulue par l'Ukraine et les Européens. Une résolution qui condamne l'assaut de la Russie en Ukraine. Les États-Unis ont voté contre aux côtés de la Corée du Nord ou de la Hongrie. Les autorités sanitaires françaises déplorent dans le même temps la perte d'une information cruciale pour évaluer les risques liés à la circulation des virus. L'administration américaine de Donald Trump ne transmet plus désormais certaines données requêtes l'ANSES. Cela concerne en particulier la grippe aviaire dont on ne connaît pas les séquences du virus qui circulent en ce moment chez les bovins américains. Et puis il n'y aura désormais plus de Karabatic en équipe de France de handball. Après Nicolas, c'est au tour de Lucas Karabatic d'annoncer sa retraite internationale sur les réseaux sociaux ce midi. France Info, selon RFI, Journal Moon, aujourd'hui à 12h12. Bonjour et bienvenue, 11h TU, midi ici à Paris, le journal sur RFI. Gilles Moreau. Dans l'actualité, le rapprochement des diplomaties américaines et russes autour du conflit ukrainien. Washington a voté à l'ONU aux côtés de Moscou contre une résolution préparée par Kiev et les Européens. Texte condamnant l'assaut lancé il y a 3 ans. Le Kremlin salue la position selon lui équilibrée des États-Unis. Le ministre russe des Affaires étrangères était hier en Turquie, pays qui ménage les deux protagonistes, Russie et Ukraine, à suivre dès le début du journal. En France, le début d'un long procès prévu pour durer plusieurs mois, celui d'un ancien chirurgien jugé pour des agressions sexuelles commises contre des centaines de personnes. Nous serons à Vannes où s'est ouvert ce procès. Depuis son retour à la Maison-Blanche le mois dernier, Donald Trump ne dévie pas de la ligne annoncée. Le président républicain a amorcé un virage à 180 degrés sur le dossier ukrainien. Avec le retrait américain qui s'annonce, l'Union européenne tente de redéfinir sa stratégie. Un autre pays est concerné de près par l'évolution de la guerre en Ukraine, c'est la Turquie. Hier, au 3e anniversaire du conflit, le ministre russe des Affaires étrangères effectuait une visite officielle à Ankara. Il a été reçu par son homologue et par le président Erdogan. Correspondance de Céline Pierre-Malmedy. Depuis le début de l'agression russe en Ukraine, il y a 3 ans, la Turquie a conservé la même ligne diplomatique, soutenir le camp occidental en tant que membre de l'OTAN, sans pour autant s'aliéner son grand voisin, la Russie. Un exercice d'équilibriste au cours duquel Ankara n'a pas toujours gardé sa cohérence. Elle a par exemple vendu des drones à l'Ukraine, mais n'a pas appliqué les sanctions économiques occidentales contre la Russie. Contrairement à son allié américain qui ne dialogue qu'avec les Russes sur le dossier, la Turquie soutient un processus de paix qui inclut l'Ukraine. Lundi, le ministère des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a renouvelé son souhait d'assurer une médiation entre les deux acteurs, comme au début de la guerre. Nous sommes convaincus qu'il est possible de trouver une solution grâce à des négociations qui incluront les deux parties. Dans ce cadre, nous sommes prêts à apporter tout type de soutien nécessaire pour établir la paix via ces négociations. Nous sommes également prêts à accueillir les pourparlers comme nous l'avons déjà fait auparavant. Dans un entretien accordé à Bloomberg, le ministère des Affaires étrangères avait rappelé le soutien de la Turquie à la candidature ukrainienne à l'OTAN. Des propos tenus en marge de la rencontre pour ne pas contrarier le voisin russe. Céline Chiamanienne, Ankara, RFI. Le Kremlin a salué ce matin la position, selon lui, équilibrée des États-Unis après le vote intervenu à l'ONU. Washington a voté aux côtés de Moscou contre une résolution préparée par Kiev et les Européens, un texte condamnant l'assaut lancé il y a 3 ans. Une autre résolution a été présentée par les Américains, réclamant la fin rapide du conflit, mais sans référence à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Elle a été adoptée au Conseil
Conseil de sécurité sans que la France et la Grande-Bretagne y mettent leur veto. Radio France Internationale. En France, la deuxième journée du procès de Joël Le Squarnec a commencé devant la cour criminelle de Vannes, dans l'ouest de la France. L'accusé, un chirurgien à la retraite, comparé pour violences sexuelles sur près de 300 patients, mineurs pour la plupart et souvent sous anesthésie, des faits qu'il a lui-même décrits dans des carnets. J'ai commis des actes odieux, je dois assumer ma responsabilité, a-t-il reconnu hier en direct de Vannes. Baptiste Coulon, bonjour. Bonjour. Le début du procès, Baptiste, a donc été marqué par les premiers mots de l'accusé, mais aussi par de vifs échanges autour du Conseil de l'Ordre des médecins. Radar fixe à 500 mètres. Piquez-nous. Oui, et avant même l'ouverture de l'audience hier avec cette manifestation organisée devant le tribunal, ce Radar fixe à 300 mètres. sont en fait des professionnels de santé, pour beaucoup retraités, qui sont vent debout contre une décision du Conseil de l'Ordre des médecins, celle de se porter Radar fixe à 100 mètres. partie civile aux côtés des victimes. Parmi les manifestants, Patrick Wierner, ancien urgentiste. Il est inadmissible qu'une des parties institutionnelles puisse siéger aux côtés des parties civiles alors qu'il a certainement une responsabilité, volontaire ou pas, dans le fait que Squarnec est passé à côté des radars. Et nous espérons d'ailleurs que certaines parties civiles vont contester le fait que l'ordre puisse siéger. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé quelques minutes après l'ouverture de l'audience. Monsieur Le Squarnec a gravement déconsidéré notre profession, ose un représentant du Conseil de l'Ordre des médecins pour se justifier. Cette action est indécente de votre part, répond l'un des avocats des parties civiles qui dénonce l'inaction de l'ordre après une Radar fixe à 500 mètres. première condamnation de l'accusé en 2005. Ce qui devait être une première journée classique a en fait été un avant-goût des débats à venir sur la Radar fixe à 300 mètres. responsabilité des autorités médicales. Et aujourd'hui, Baptiste, la Cour entend la famille de Joël Le Squarnec. Oui, Radar fixe à 100 mètres. et notamment son ex-femme. Elle pourrait témoigner dès aujourd'hui, audition très attendue, car plusieurs éléments laissent à penser qu'elle était au courant de ces agissements pédocriminels. Elle sait que je suis pédophile, écrivait convaincu Joël Le Squarnec en 1996. Elle a toujours nié, répétant cette phrase depuis le début de l'instruction. Je n'étais au courant de rien. Baptiste Coulon à Vannes pour RFI. C'est un procès long de plusieurs mois qui a commencé puisque le verdict est attendu début juin. Troisième pays producteur en Europe, la France est riche de ses pommes. Près d'1,5 million de pommes sont récoltées chaque année, des galas, Golden, Pink Lady, Renette et bien d'autres variétés. C'est aussi un fruit qui reçoit le plus de traitements phytosanitaires devant les risques pour la nature. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie sur allée d'émission N31 en direction de Reims. Et pour la santé, l'objectif européen et français, c'est de réduire de moitié l'usage des pesticides d'ici à 2030. Des chercheurs de l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, tentent de développer de nouvelles méthodes. Programme baptisé Cap Zéro Phyto. Un reportage de Jeanne Richard. Bien rouge et sucrée, mais aussi résistante à la tavelure, l'une des principales maladies du pommier, la pomme Story est le fruit d'une belle histoire. Déjà plantée en Europe, elle commence à s'exporter aux États-Unis, en Afrique du Sud et au Chili. Et c'est dans les vergers de l'INRAE à Beaucouze, dans l'ouest de la France qu'elle est née, dans le programme de sélection génétique du chercheur François Laurence. Essayer de Au rond-point, prendre allée d'émission. contribuer à la création de nouvelles variétés. Dans 600 mètres, au rond-point, continuez tout droit pour rester sur allée d'émission N31. Qui vont être moins traités. On fait des croisements et puis on va sélectionner petit à petit les combinaisons qui rendent la variété plus résistante et ensuite ça va être planté dans des vergers comme ici. C'était plusieurs années de croisement avant d'obtenir une variété. Il a fallu planter des milliers de pépins de pommes et plus de 20 ans pour trouver Story. Sa résistance à la tavelure n'est que partielle, mais elle permet déjà de réduire de 30 à 40% les traitements contre le champignon qui attaque les fruits et les feuilles. C'est un des leviers pour remplacer définitivement les pesticides. Claude Courreau, ingénieur, participe aussi au projet Cap Zéro Phyto. On n'y arrivera pas avec un produit miracle qui va remplacer un phyto. Il va falloir
additionner tout un tas de différentes pratiques, la génétique, des nouvelles variétés plus résistantes, les UV, c'est tout nouveau. Donc on va cumuler tout un tas de techniques pour arriver à une solution qui va remplacer le phyto. Les chercheurs ont en effet découvert que s'ils éclairent les pommiers avec des rayons UV, les plantes activent leur défense naturelle pour se protéger des coups de soleil. Elles seront un peu mieux préparées en cas d'agression, estime Mathieu Gaucher, ingénieur à l'INRAE. L'idée, ça va être d'activer l'immunité de la plante avant que la maladie arrive, pour qu'elle se protège d'elle-même contre les maladies. Pour cela, en plus des rayons UV, ils testent aussi divers produits stimulateurs des défenses des plantes dans les immenses serres du centre de recherche ou directement dans les vergers. Donc il y a par exemple le phosphonate de potassium qui est un minéral, du linosyl, donc c'est une huile essentielle d'orange douce, des extraits de plantes comme des parois de tomates qui vont, lorsqu'appliquées sur de plantes, vont activer les défenses de la plante. Toutes ces pistes de recherche sont prometteuses, mais il faudra encore plusieurs années de tests pour déterminer quelle combinaison de leviers sera suffisamment efficace pour remplacer les pesticides chimiques délétères pour la santé et l'environnement. Surtout, il faudra que ces nouvelles techniques soient abordables pour inciter les agriculteurs à les adopter sans alourdir encore la pression sur un métier en crise. Un reportage de Jeanne Richard que vous retrouverez sur les versions numériques de RFI, le site internet et l'application Pure Radio. 11 ans après, les recherches reprennent dans l'affaire du vol MH370 de la Malaysia Airlines. L'avion a disparu en 2014 entre Kuala Lumpur et Pékin avec 239 personnes à bord, dont 153 chinois. Ocean Infinity, société d'exploration maritime, a repris les recherches sans plus de précision de la part des autorités malaisiennes. Enfin, arrivé à Kinshasa du procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan est en RDC où ces dernières semaines le conflit. Appel de Régis Marlenheim 4. Allô? Salut. Ouais, salut. Je sais que je t'appelle tout le temps, comme ça je te prends la tête. Ouais. Mais excuse-moi, le mois prochain je m'achète un smartphone, mais tant que j'en ai pas, sur ce mois, je sais que t'es pas ma secrétaire, c'est pas un manque de respect. Ouais. Mais tiens-moi au courant pour les messages, les emails. Ouais. Après, je vais pas te casser les couilles, t'es pas ma secrétaire, toi. C'est déjà gentil ce que tu fais. Ouais. Ok? Ouais. Après, quand je t'appelle, c'est pas pour ça. Parce que voilà, quand tu travailles, t'es un mec qui travaille, donc ça me rend. C'est comme si je travaillais. Ouais. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Ouais. Tu vois, il faut mettre dans le cadre du travail. Ouais. Voilà, quand j'étais à l'assistance sociale et tout. Parce que j'ai droit à des appels maintenant. En fait, en ligne. Ouais. Hein? J'ai droit à des appels, je savais pas moi. Ah ouais. J'ai droit à des appels. Ouais. Je sais pas dans quelle situation tu t'es mis, hein. Non, mais j'ai droit, même si je retourne au chômage, c'est pas ma situation. Mais t'es au chômage, Continuez sur N31. Je suis au chômage, mais moi j'avais pas les appels. Et là on m'a dit que comme vous êtes au chômage, vous avez droit. Ah ouais. Vous comprenez pas? Ah si, je crois, ouais. Mais malheureusement, il rattrape pas les mois derniers. Ouais. Bon, il rattrape pas la date depuis que je suis au chômage. Ouais. Donc c'est-à-dire que j'ai payé. Oui, j'ai payé. Mais normalement, je veux droit d'appel depuis 6 mois, 8 mois. Ah ouais. Donc j'avais 8 mois que je ne savais pas. Ouais. C'est tout. Ouais. Au contraire, ça prouve que je profite pas. Ouais. Hein? Ouais. Hein, tu vois pas? Si, mais j'ai compris. Voilà. Prendre C'est pour ça qu'on m'a dit que j'ai droit à ça. Ouais. C'est pour ça que j'étais là-bas. Voilà. T'as vu que je suis pas un profiteur. Ouais, mais j'ai rien dit. Continuez sur N31 pendant 14 km. Ok, monsieur le procureur. Ouais. Vous avez raison. Ouais. Alors, c'était une pute au bord de la route? Non, mais c'est bien que maintenant ils sont tous sur internet. Ah ouais, c'est devenu routier. Non, c'est fini. Non, mais moi, toujours puceau, toujours bien droit dans mes bottes et tout ça. Hein. J'ai un bel 8 puceau. Mais de toute façon, les putes, il n'y en a plus sur les routes, c'est fini. Hein. Dans les stations, ça fait au moins 20 ans qu'il n'y en a plus. Hein. Maintenant. À un moment donné, au bord du Raz, un jour, il y en avait plein. Il n'y en a plus maintenant. C'est fini. En 2006, il y en avait plein. Quand tu allais à DHL, tu avais plein de prostituées. Même des très belles. Maintenant, il n'y en a plus. Mais quel intérêt de faire routier alors? S'il n'y a pas de pute.
Non, mais peut-être dans d'autres pays, il doit en avoir. On m'a dit Non, qu'on mais est moi, Belgique, plus l'autre. en France, il n'est pas. Oui, mais j'ai compris, mais moi, j'aime bien mon métier, c'est un voyage, voyage, d'accord, c'est le patron qui me paye, c'est le patron qui me paye. C'est le patron qui me paye. Oui, je rigole, je sais. Oui, mais je sais, mais toi, tu cours à droite. T'es déjà parti en international, toi, en fait, ou t'as toujours fait la Là, tout à l'heure, je vais faire l'Allemagne. Là, je rentre, je vais à Chalon-sur-Marne. Ouais, mais la France, ça compte pas, l'Allemagne, Et après, je vais en Allemagne. Mais si, l'Allemagne, c'est l'international. Et après, je vais en Allemagne. Mais moi, j'ai fait de l'international, l'Autriche, l'Allemagne, et la Belgique et la Suisse. Ah, t'as fait la Belgique, la Suisse déjà, d'accord. Mais la Belgique, un peu en bordure. La Suisse, j'ai fait non, j'ai jamais fait l'Italie. D'accord, t'as tout fait, t'as fait l'Europe alors. Surtout l'Allemagne, sinon une ou deux fois la Suisse, la Belgique il y a 2 ans dans bordure de la frontière, et voilà. Et l'Autriche, l'Autriche en frontière avec l'Allemagne, à Wolf. T'as fait l'Europe? Non, je te l'ai dit, je viens de te le dire. Ouais, quelques pays, d'accord, ok, ça marche. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Non, mais je reprends du poil de la bête parce que il y a un peu des petits entretiens qui se proposent. Ah oui, le chômage, c'est pas éternel, surtout que t'as pas 55 ans, ça dure moins longtemps. Hein. C'est pour ça que je te demande un peu de voir. Ouais, t'as droit à 1 an de chômage. Moi, si j'étais au chômage, j'aurais droit à 2 ans. Oui, j'ai compris. Ouais. Mais justement, je te dis ça vu que ça mord, vu que le moment là c'est en train de mordre, c'est ça que je te dis que attention au message email. Ça commence à mordre. C'est seulement par rapport à ça. Pas par rapport que je te casse les couilles, voilà, c'est tout. Ok mon pote, je te souhaite une bonne route, une bonne journée. Merci. Salut. Du pays. Nous sommes extrêmement inquiets des récents développements, a-t-il déclaré à son arrivée, ajoutant qu'aucun groupe armé n'avait de chèque en blanc. De leur côté, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont déclenché à l'encontre du Rwanda leurs premières sanctions. Voilà à suivre en détail dans nos prochaines éditions, en particulier Afrique Midi à 13h30. Tout de suite, l'information continue avec grand reportage. Selon RTL, le journal, aujourd'hui à 14h17. Découvrez les comptes ados d'Instagram avec de nouvelles protections intégrées. Les comptes sont privés par défaut, ce qui aide à protéger les ados contre les contacts non sollicités. Le contenu et les commentaires sont automatiquement filtrés pour aider à s'assurer qu'ils sont adaptés à l'âge. Et les ados de moins de 16 ans doivent obtenir l'accord parental pour modifier ces protections. Compte ados d'Instagram, de nouvelles protections intégrées pour que les parents aient l'esprit tranquille. En savoir plus, instagram.com/compteado. L'essentiel de l'information, c'est avec vous, Roman Batley, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous. Ainsi, Mohamed Amara va être remis à la France par la Roumanie et c'est beaucoup plus rapide qu'on l'imaginait. Ça pourrait être dans les prochaines heures. Information de plusieurs sources concordantes, dont une source policière en Roumanie. Cette dernière indique à RTL que le narcotrafiquant doit décoller en fin d'après-midi dans un vol privé français escorté par un service d'élite. C'est donc un convoi ultra sécurisé et des plus renforcés qui sera déployé à son arrivée sur le sol français. Mohamed Amara doit directement passer devant un juge appellera selon l'entourage du ministre de la Justice. Le narcotrafiquant sera placé dans un quartier d'isolement au sein d'un établissement pénitentiaire présentant un très haut niveau de sécurité. À 22e jour du procès de Joël Le Schwarneck, l'audience est débuté dès 1 heure maintenant. Cet ancien chirurgien de 74 ans accusé de viol et d'agression sexuelle sur près de 300 jeunes patients, la plupart mineurs au moment des faits. La cour criminelle du Morbihan se penche en ce moment même sur la personnalité de l'accusé. Le témoignage de son ex-femme est particulièrement attendu et une question demeure: était-elle au courant? Elle affirme ne jamais avoir eu le moindre soupçon sur la pédocriminalité de son mari, malgré des écrits, des cahiers retrouvés au nom de son absence. Aujourd'hui à 7h40. Découvrez les comptes ados d'Instagram avec de nouvelles protections intégrées. Le contenu et les commentaires sont automatiquement filtrés pour aider à s'assurer que ce que les ados voient est plus adapté à leur âge. Et les ados de moins de 16 ans doivent obtenir l'accord parental pour modifier ces protections. Compte ados d'Instagram, de nouvelles protections intégrées. Radar mobile à 1000 mètres. Gris pour que les parents aient l'esprit tranquille.
En savoir plus, instagram.com/contado. RTL Matin. 7h40, l'Écho, François Langlais. Ceux qui vous aiment prendront le train ce matin, François. Enfin, en fait, ça dépend où ils veulent aller. Parce qu'à la SNCF, à force de miser sur les grandes lignes, les Radar mobile à 500 mètres. TGV, on a un peu perdu le sens des petites lignes. C'est vrai. Écoutez, entre 2013 et 2023, notre réseau ferré français a diminué de près de 3000 km. Ça représente moins 9. Radar mobile à 100 mètres. 6% en 10 ans. C'est l'une des rétractions les plus fortes en Europe. Il n'y a guère que la Grèce qui fasse davantage avec une chute de 30%. Ce sont des chiffres d'Eurostat. Mais dans le même temps, le nombre de kilomètres de lignes à grande vitesse a augmenté chez nous, plus 712 km sur la même période. Ça représente une augmentation d'1 tiers, c'est considérable. Bon, ça veut dire qu'on a délaissé ce qu'on appelle les petites lignes pour construire des lignes TGV ? Exactement. Alors les mauvais esprits diront que la SNCF va là où c'est le plus rentable, le TGV, et réduit la couverture ferrée ailleurs. C'est pas faux, mais tout ça s'explique par les transformations du pays et des Français. Les passagers du Paris-Clermont-Ferrand en savent quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement, les transformations du pays et des Français ? Vous savez, les TGV, ça relie entre elles les villes françaises, et en particulier les grandes métropoles, Bordeaux, Lille, etc. Or, la France, comme nombre de pays, se métropolise, c'est-à-dire que les grandes agglomérations concentrent de plus en plus de population, d'emplois et d'activités. C'est logique que ces liaisons se développent davantage entre les pôles de croissance, en quelque sorte, parce que la population est là, c'est donc même souhaitable. Oui, parce que l'économie française aujourd'hui, on peut le déplorer ou pas, mais c'est d'abord les grandes villes, François. En tout cas, leur part est prévalente si on parle des villes et de leur périphérie large, bien sûr. Entre 2015 et 2021, par exemple, la croissance démographique a été 2 fois plus importante en zone urbaine que dans le rural. C'est l'INSEE qui nous le dit. 165 000 rats des villes en plus, 35 000 rats des champs en plus. C'est la même chose pour les emplois à pourvoir. D'ailleurs, ils se concentrent davantage dans les agglomérations. Mais François, on n'est pas les seuls en France à connaître cette métropolisation. Non, c'est vrai, c'est un phénomène planétaire d'ailleurs, qui s'accélère, mais c'est vrai qu'il est plus marqué en France qu'ailleurs. Plus marqué chez nous, comment est-ce qu'on l'explique ? Vous avez d'abord la montée des services dans l'économie au détriment de l'industrie. L'industrie, elle a besoin de place. Elle était installée en dehors des villes, souvent dans les zones rurales ou bien au bord des littoraux, alors que les services sont produits dans les zones plus peuplées par définition. Or, la France a davantage désindustrialisé que les autres pays européens. Ces villes grandissent donc davantage. L'autre particularisme français qui explique l'importance de l'urbain, c'est la part de la région capitale dans notre économie. Une part qui est tout à fait inhabituelle. L'Île-de-France compte pour 1/3 de l'activité économique de la France et près de 20% de sa population. Merci beaucoup François, il est 7h. Selon BFM, invité Good Morning Business, aujourd'hui à 9h08. Good Morning Podcaster. Dans Voix d'entrepreneur, le podcast BFM Business avec Accuracy, découvrez comment Frédéric Sanchez, lauréat des BFM Awards 2018, transforme le groupe Vive pour relever les défis industriels et écologiques du 21e siècle. À écouter sur BFM Business et toutes vos applis audio. BFM Business et RMC Découverte présentent la matinale de l'économie. Good Morning Business avec Laure Closier. 5h59 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Bonjour à tous et bon réveil. C'est la matinale de l'économie qui commence. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h. C'est un nouveau monde qui s'ouvre ce matin, un monde dans lequel la guerre en Ukraine va se terminer, un monde dans lequel les États-Unis font du business avec la Russie, un monde dans lequel l'Ukraine doit fournir un retour sur investissement aux États-Unis. Le fossé se creuse entre les alliés. Donald Trump n'a pris aucun engagement vis-à-vis des Européens. Vous entendrez dans un instant les principales déclarations de la nuit. Sur place avec nous ce matin depuis Washington, Mathieu Coache et Benoît Ballet. 6h30 que peuvent mettre les Européens sur la table. Emmanuel Macron a confirmé que les avoirs gelés russes seront bel et bien en négociation. On va regarder ce qu'il en est exactement. 6h50, la réponse de Vladimir Poutine qui semble désormais d'accord surtout avec les États-Unis et loue la rationalité de Donald Trump. Depuis les questions énergétiques toujours au cœur de l'actualité, combien pourrait coûter la fin du mécanisme de régulation du nucléaire, le fameux dispositif ARENH, presque plus 20% l'an prochain selon l'UFC Quoi Choisir. On va tout regarder dans le détail, notamment avec Raphaël Couder.
Les titres également de ce matin, Macron qui tente l'apaisement sur les droits de douane, l'Europe qui tente de sauver son acier, et puis des annonces attendues au salon de l'agriculture. 7h45, quelle vie après Atos? La page est-elle vraiment tournée? Notre invité, c'est Bertrand Varret, le directeur général délégué de WinePoint. 7h45 donc pour ce rendez-vous. Il est 6h pile, le journal. Good Morning Business, le journal. Nous voulons la paix. Cette paix ne peut pas signifier la capitulation de l'Ukraine. Cette paix ne peut pas être un cessez-le-feu sans garantie. Dans 400 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur N31. La paix doit prévoir les conditions d'une souveraineté ukrainienne. Nous travaillons à mettre fin à une guerre dévastatrice qui ravage les terres d'Europe. Ce conflit est le plus destructeur depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà, Emmanuel Macron et Donald Trump qui s'exprimaient hier soir depuis la Maison-Blanche. Léo Dumas, le président français, il s'est employé à ramener l'Europe dans les discussions autour de l'Ukraine. Oui, avec cet objectif d'éviter un accord fragile pour le pays. Alors Mathieu Coache, on vous retrouve sur place à Washington. Comment ont avancé ces négociations ? Il reste beaucoup d'incertitudes, mais Donald Trump et Emmanuel Macron disent tous les deux qu'une trêve pourrait arriver dans les semaines qui viennent, et l'idée d'une force militaire d'interposition sur le Au rond-point, prendre N31. sol ukrainien Continuer sur N31 pendant 5 km. semble possible et acceptée par le président américain si et seulement si elle est dirigée par les Européens. Mais là où les choses se compliquent, c'est que les États-Unis ne s'engagent à aucune garantie de sécurité. Donald Trump ne dit pas qu'il apporterait ne serait-ce qu'un soutien logistique à cette force d'interposition. Il évoque cette paix dans des termes extrêmement vagues. Il parle de deal avec Vladimir Poutine sans dire ce que contiendrait cet accord, et il refuse de nommer la Russie comme l'agresseur dans ce conflit. Alors c'est vrai que les discussions ne font que commencer. La chef de la diplomatie européenne sera aujourd'hui à Washington. Elle sera suivie par le Premier ministre britannique jeudi. Et puis, ce sera un moment très important. Volodymyr Zelensky pourrait se rendre à Washington dès la semaine prochaine, si l'on en croit Donald Trump. Nous sommes donc au début d'un processus, et à ce stade, personne n'est capable de dire ce qui restera de l'Ukraine dans une paix négociée par Donald Trump et Vladimir Poutine. Ce qui est certain, c'est que les Européens ont encore beaucoup de travail à faire pour imposer leurs conditions dans ce processus de paix. Mathieu Coache, depuis Washington, on retrouvera Benoît Ballet dans le journal de 6h30, notamment autour de cette résolution qui a été votée à l'ONU, où les États-Unis et la Russie ont voté ensemble, ce qui est une décision historique. Dans ce travail de négociation, les Européens ne veulent écarter, eux, aucune piste. Oui, Emmanuel Macron a confirmé que les avoirs gelés russes seront bel et bien sur la table des discussions avec Moscou. On parle là de 300 milliards de dollars d'actifs qui ont été bloqués depuis le début de la guerre, dont 2/3 en Europe. Alors Margot Fodéré, que fait Bruxelles avec cet argent ? Alors par définition, ces actifs ont été gelés, ils ne peuvent pas être utilisés par les Européens, c'est même le droit international qui l'interdit. Donc ces 300 milliards de dollars, dont 200 milliards d'euros en Europe, n'ont pas été décaissés. En revanche, les Européens ont décidé de placer cet argent pour le faire fructifier en le stockant essentiellement chez Euroclear. C'est un dépositaire qui est basé à Bruxelles. Et pour le coup, les intérêts qui ont été générés grâce à ces placements ont été apportés à l'Ukraine comme soutien financier. Et justement, un premier virement européen d'1,5 milliard d'euros a été réalisé l'été dernier, et un autre de 3 milliards cette fois-ci a été réalisé tout au début d'année. C'est intéressant, Margot, parce qu'hier Donald Trump a considéré justement que ces avoirs, c'était une manière, ces avoirs gelés, pour l'Europe de récupérer l'argent investi dans la guerre en Ukraine. Est-ce que la Russie, elle pourrait accepter de renoncer à ses actifs gelés ? Bien, selon les informations de Reuters, ça pourrait bien se faire, oui, d'après l'agence de presse américaine. La Russie pourrait accepter de céder ses actifs pour financer la reconstruction de l'Ukraine, ce qui serait très significatif quand on sait que ces opérations de reconstruction pourraient coûter quasiment 500 milliards de dollars. Alors dans cette hypothèse, la Russie exigerait quand même qu'une partie de ces fonds, 1/5 très précisément, soit dépensée pour les territoires qu'elle contrôle aujourd'hui en Ukraine. Sauf que pour le moment, ce scénario ne séduit pas tout le monde au sein de l'Union européenne. Hier, pendant qu'Emmanuel Macron était reçu à la Maison-Blanche, la responsable de la diplomatie européenne a prévenu qu'il n'y a toujours pas de consensus sur la question au sein des États membres. Or, tout consensus est indispensable avant de prendre une décision. Merci Margot, et cet entretien à Washington a aussi permis d'évoquer les questions commerciales. Emmanuel Macron a joué à l'apaisement avec
Donald Trump, le président qui a prôné une concurrence juste, équitable et davantage d'investissements entre les deux blocs atlantiques. J'espère l'avoir convaincu, dit Emmanuel Macron hier soir sur Fox News. Le président des États-Unis qui s'est lui contenté de commenter ses projets de surtaxe sur le Canada et le Mexique. Elles s'appliqueront selon le calendrier prévu, a-t-il assuré à Bruxelles. En tout cas, on se tient prêt à répliquer. Selon Bloomberg, l'UE vient d'élargir sa liste de produits américains qu'elle ciblera en rétorsion si Donald Trump mettait ses menaces à exécution. L'Europe qui se met justement en ordre de marche pour protéger son acier. Oui, le ministre de l'Intérieur. Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la 3e sortie et continuer sur N31. L'industrie des 27 prévoit une réunion d'urgence à Paris ce jeudi. Ils veulent trouver des solutions pour assurer le maintien de la production d'acier sur le continent alors que le secteur est en grande difficulté et que ce métal pourrait en plus être visé par des tarifs américains. Est-ce qu'il faut sauver l'acier européen? Ce sera l'objet du débat entre Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel à 7h10. En Allemagne, les grandes manœuvres démarrent pour former une coalition. Oui, le conservateur Friedrich Merz, vainqueur des législatives dimanche, dit déterminé à tenir des discussions constructives et rapides avec les sociaux-démocrates pour à la fin doter le pays d'un gouvernement efficace. Et dans les milieux économiques, si le DAX à Francfort semblait soulagé hier, plus 0,6% à la clôture, côté patronat et syndicats, on reste... Au rond-point, prendre N31. Continuer sur N31 pendant 1 km. Dans l'expectative, Alexandra Paget. Il est urgent de ne plus attendre un exécutif stable doté d'une majorité solide pour réformer sur les investissements publics, l'énergie, la sécurité, plus d'incertitudes qui affaiblissent le pays. Voilà le mot d'ordre du patronat allemand, relayé par les banques qui attendent également un gouvernement efficace dans les meilleurs délais. Même son de cloche du côté du syndicat IG Metall. L'industrie et les travailleurs ont besoin de propositions concrètes dès que possible, dit sa présidente. Friedrich Merz, le chef de file de l'Union conservatrice arrivé en tête aux législatives, a de ce point de vue un profil plutôt rassurant. L'auteur d'Oser plus de capitalisme multimillionnaire est l'exemple d'une région. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la 2e sortie sur route nationale N31. Direction spectaculaire, une ascension fulgurante, une éviction par Angela Merkel, dans la foulée une brillante carrière dans le privé où il accumule une expérience du big business peu commune dans la classe politique allemande et des déclarations à l'avenant. Pas de prospérité sans effort, pas d'avenir pour notre pays avec la pré-retraite ou la semaine de 4 jours. À 6h07, on revient en France et cette question, les tarifs de l'électricité vont-ils de nouveau flamber? C'est ce que nous dit ce matin une étude de l'association de consommateurs UFC Que Choisir, alors que le mécanisme de régulation du nucléaire s'apprête à prendre fin au 31 décembre. Le nouveau mode de calcul pourrait du coup faire grimper les prix de presque 20%, Raphaël Couder. Une hausse massive sur les factures d'électricité dès le 1er janvier prochain. Au rond-point, prendre route nationale, puis tourner légèrement à droite. Voilà ce que craint l'UFC Que Choisir. La future régulation du marché sera bien tourner légèrement à droite. Moins favorable aux consommateurs, estime Antoine Autier, le responsable des études de l'association. On a regardé finalement quels auraient été les tarifs de l'électricité payés cette année, en 2025, si cette nouvelle régulation avait été mise en place dès cette année. Puis le résultat est sans appel. Le prix de l'électricité aurait été 19% plus élevé que celui actuellement payé si cette nouvelle régulation avait été mise en place dès maintenant. Le dispositif actuel, en place depuis 2010, Restez sur la voie de droite. Voit le plafonnement d'une partie de la production nucléaire d'EDF au tarif de 42 € le mégawattheure, un prix cassé qui permet continuer pendant 800 mètres et de limiter le coût final pour le consommateur. Mais dès le 1er janvier prochain, plus d'encadrement, c'est le marché qui domine. En contrepartie, en cas de flambée des prix, les profits d'EDF seront taxés et ensuite redistribués aux consommateurs. Un nouveau mode de régulation bien plus favorable à EDF qu'à ses clients, s'alarme l'UFC Que Choisir, qui n'est d'ailleurs pas la seule à dénoncer les effets de cette réforme. La FIEG, l'association qui défend les concurrents d'EDF, anticipe elle aussi une hausse d'environ 15 € le mégawattheure dès 2026. Et à noter que Bercy rejette les conclusions de cette étude, le ministère qui estime que le calcul est biaisé. Dans 400 mètres, rejoignez en 344. Il ne tient pas compte de tous les paramètres. On poursuit avec le salon de l'agriculture et le gouvernement qui veut montrer son soutien au secteur. Oui, après Emmanuel Macron et François Bayrou notamment, c'est ce matin le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, qui se rend sur place. Il a rendez-vous avec le patron de l'ANIA, l'association des industriels, et avec celui de la coopération agricole, un signe d'attention de plus pour un secteur qui tire la... Continuez pendant 7 km. La sonnette d'alarme depuis plusieurs mois, Pauline Tadevin.
Après des déclarations de soutien d'Emmanuel Macron et de la ministre de l'Agriculture, cette visite de Marc Ferracci est un nouveau signe que l'exécutif tient compte des alertes de l'industrie agroalimentaire. Il va notamment annoncer le soutien de 32 nouveaux projets dans le cadre du plan d'investissement France 2030. Le ministre veut mettre l'accent sur l'importance de continuer à produire en France alors que notre dépendance alimentaire a doublé en 20 ans, selon son entourage qui rappelle que la filière crée des emplois partout sur le territoire. Près de 500 000 emplois directs selon un baromètre EY pour l'ILEC publié fin 2023. Ce baromètre soulignait notamment un vrai problème d'attractivité pour les filiales françaises de multinationales et le risque de fermeture de lignes de production à cause notamment des lois et de relations bien plus compliquées que dans d'autres pays avec les distributeurs. Il faut protéger la matière première industrielle, a dit récemment la ministre de l'Agriculture, une pierre de plus dans le jardin de la grande distribution à quelques jours de la fin de négociations commerciales jugées particulièrement tendues par les acteurs du secteur. Et puis, pas de nationalisation pour Vancorex. François Bayrou retoque la demande de plusieurs élus qui invoquaient une urgence de souveraineté. Le chimiste qui est en redressement judiciaire n'a pas reçu une seule offre de reprise, constate le Premier ministre qui estime, expertise à l'appui, que Radar mobile à 500 mètres. son activité n'est pas viable. À 6h10 la bourse. Étienne Braque depuis Radar mobile à 300 mètres. La salle des marchés de BFM Business. Et il y a un sujet qui intéresse les marchés uniquement en ce moment, c'est les droits de douane. Avec hier Donald Trump qui a remis Radar mobile à 100 mètres. l'huile sur le feu en estimant que les droits de douane à partir du 4 mars étaient toujours d'actualité envers le Canada et le Mexique. Le Mexique qui espère bien convaincre d'ici là les États-Unis sur les moyens déployés à la frontière mexicaine, mais vous avez le secteur auto qui reprend le bouillon ce matin en Asie et ce regard de tension sur les pays frontaliers des États-Unis fait à nouveau craindre des droits de douane envers la Chine, sachant que ce week-end Donald Trump a signé un décret visant à freiner les investissements chinois dans les secteurs stratégiques américains. Hier soir, le Nasdaq a cédé plus d'1%, le S&P 0,5%, quand le Dow Jones a clôturé stable grâce notamment aux valeurs défensives. Bon, il y a de plus en plus de doutes sur les retombées à court terme sur l'intelligence artificielle quand même. Oui, cela n'a pas aidé la tendance hier soir aux États-Unis. Loin de là, Microsoft a cédé plus de 2% car les analystes de TD Cowen ont semé un vent de panique sur les valeurs liées à l'intelligence artificielle. D'après leurs informations, Microsoft aurait annulé des contrats de location de centres de données car à court terme, il y aurait une surcapacité de data center dédiée à l'intelligence artificielle. Le Suisse ABB constate moins de commandes à court terme. Microsoft déclare qu'il va toujours déployer 80 milliards d'investissements dans l'intelligence artificielle de R&D cette année. Mais c'est vrai qu'à court terme, vous avez une demande qui est un peu moins présente d'après les analystes. Et puis surtout l'arrivée fulgurante de DeepSeek il y a un mois rebat les cartes et amène une certaine forme d'attentisme de la part des donneurs d'ordre. À ce sujet, la publication de Nvidia demain soir sera le temps fort de la semaine car à travers sa publication trimestrielle, Wall Street espère bien prendre le pouls du carnet de commande et l'engouement concret de l'intelligence artificielle dans une moindre mesure. Il y aura encore également beaucoup de publications cette semaine à Paris, avec notamment ce matin Bureau Veritas qui va publier ses résultats, Danone et Stellantis demain matin, et puis ensuite ça sera au tour de AXA, Engie, Saint-Gobain ou encore Téléperformance et Veolia de publier jeudi tout au long de la journée. Merci beaucoup. Étienne Indagarbi, la patronne de Bureau Veritas, sera notre invitée demain à 7h45. Dans un instant, le pitch avec Neopul, c'est une marque de brosse à dents électrique sonique et jet dentaire pour toute la famille, même pour les bébés qui ont des dents. A tout de suite. Good Morning Podcast, T'envoie d'entrepreneur, le podcast BFM Business avec Accuracy. Découvrez comment Frédéric Sanchez, lauréat des BFM Awards 2018, transforme le groupe vie radar fixe à 500 mètres. Et vous pour relever les défis industriels et écologiques du 21e siècle. Écoutez sur BFM Business et toutes les applis audio. Good Morning Business, le pitch. Radar fixe à 300 mètres. 6h15 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Le pitch ce matin, c'est avec Henri Grolot. Bonjour, vous êtes le cofondateur Radar fixe à 100 mètres de Neopulse, une huile pour pitcher et on débrief. Alors avec Neopulse, avec Charlotte Grégoire, nous avons démarré Neopulse il y a 5 ans dans le but de remettre l'hygiène bucco-dentaire au cœur de la santé familiale. Nous développons des produits avec une innovation utile. Donc on va
sur A344. Tournez légèrement à gauche pour rester sur A344. Continuez pendant 2 km. Dans 500 mètres, utilisez la voie de droite pour prendre la sortie A4 au 17 en direction de Lyon 3. Utilisez la voie de droite pour prendre la sortie A4. Continuez sur E17 pendant 23 km.
Radar mobile à 1000 mètres. Radar mobile à 500 mètres. Radar mobile à 500 mètres. Radar mobile à 300 mètres. Radar mobile à 100 mètres. Radar fixe à 1000 mètres.
légèrement à droite, puis tournez à gauche. Tournez à gauche. Dans 600 mètres, rejoindre A4. Dans 150 mètres, tournez à gauche vers le mont de Billy. Tournez à gauche vers le mont de Billy, puis prendre légèrement à gauche sur le mont de Billy. Dans 200 mètres, au rond-point, prendre la 4e sortie. Dans 200 mètres, tournez à gauche. Dans 200 mètres, tournez à gauche.